Essayons de corriger l'épreuve du bac 2014, la session principale ou bien normale. Donc, il s'agit d'un suiveur solaire à deux axes. Donc, comme vous pouvez savoir, toujours, une installation solaire photovoltaïque permet de produire de l'énergie électrique grâce à ces panneaux ou bien modules photovoltaïques. Cette énergie peut être ensuite soit emmagasinée sur des batteries ou bien injectée dans le réseau électrique à travers des onduleurs. Donc, on a pensé à améliorer le rendement de plus de 30% d'une installation solaire fixe. Celle-ci, il va être équipée d'un système d'orientation appelé suiveur solaire, suiveur de soleil ou bien tracker solaire. Le système suiveur solaire à deux axes permet de suivre la trajectoire du soleil selon la saison. Donc sur l'axe est-ouest, donc ce qu'on appelle l'azémut, et sur la hauteur ou bien l'élévation du zénith. À savoir, comme vous pouvez le voir ici, donc l'azémut, normalement, l'azémut il agit sur la position selon la position sur l'axe est et ouest, d'accord, et le zénith sur l'élévation, à savoir ce qu'il va être élevé. Ce qu'on appelle l'élévation et la hauteur, c'est l'axe de zénith. Est-ce qu'on va avoir un grand angle au niveau de l'élévation ou bien un petit angle? Ensuite, donc notre système de suiveur solaire à deux axes, il est composé, comme vous pouvez le voir, d'une structure métallique pour supporter notre module photovoltaïque, de deux moteurs asynchrones triphasés à des réducteurs, à savoir un moteur M1 pour le déplacement au niveau de l'axe d'azimut, le moteur M2 pour positionner le module au niveau de l'axe du zénith, d'une armoire de commande qui contient un automate programmable industriel et des appareils de protection, d'une autre armoire contenant les onduleurs, de trois capteurs sur l'axe d'azimut, ce qu'on n'a pas pu représenter sur notre schéma, donc à savoir un capteur de détection des positions limites est-ouest, de type tout ou rien, donc c'est un capteur de proximité, un capteur de référence sud, tout ou rien de même, c'est un capteur de proximité, et un dernier capteur de position sur l'axe d'azimut de type numérique, donc il s'agit d'un codeur incrémental. De trois autres capteurs sur l'axe de zénith, deux capteurs de détection des positions limites hautes et basses, donc de type tout ou rien, donc ce sont des capteurs de proximité. Un capteur de position sur l'axe zénith, c'est un capteur de déplacement linéaire. Donc comme vous pouvez le voir avec les différents composants, donc les moteurs, on a les moteurs, les deux armoires, la structure métallique, d'accord, on a un anémomètre, c'est pour mesurer la vitesse du vent, et on a la fondation qui supporte tout le système. À savoir le fonctionnement du système, donc, parmi les solutions constructives pour poursuivre la course du soleil, consiste normalement à commander notre suiveur par un automate industriel associé à un programme de calcul astronomique en se basant sur une horloge très précise qui a très haute précision et qui permet de déterminer à chaque instant de l'année la position du soleil par rapport à l'emplacement géographique de l'installation. Pendant la journée, le programme astronomique calcule la position du soleil et ordonne à l'automate programmable de positionner le module photovoltaïque sur les deux axes, à savoir le zénith et l'azimut. Le suiveur reste en position, donc couché du soleil pendant la nuit. Lors d'un vent violent, le module photovoltaïque prend une position horizontale de sécurité, donc comme vous pouvez le voir. L'alimentation du système suiveur est assurée à la fois par le module photovoltaïque à travers des onduleurs triphasés et aussi par le réseau électrique.
À savoir, on va commencer par l'étude de l'acquisition de la vitesse du vent. Donc l'acquisition de la vitesse du vent est assurée par un anémomètre, comme vous pouvez le voir. Donc le principe consiste à que l'anémomètre se compose de trois coupelles disposées à 120 degrés entre eux et montées sur un axe vertical. À l'extrémité de cet axe est fixé un aimant permanent qui tourne face à une bobine d'induction L et de résistance R et engendre dans celle-ci une force électromotrice considérée sinusoïdale E0, dont la fréquence est proportionnelle à la vitesse du vent. L'objet de cette étude est de conditionner E0 de façon à obtenir une tension V4 qui varie proportionnellement à la fréquence E0, donc puisque sera proportionnel à E0, automatiquement sera proportionnel à la vitesse du vent. À savoir, comme vous pouvez voir, on a ici la partie, donc on a ici l'aimant, on a ici la bobine, on a le bloc A, c'est un bloc de mise en forme, et on a le bloc B, c'est un convertisseur, fréquence, tension. Le circuit de conditionnement est composé, à savoir, comme vous pouvez le remarquer, de deux blocs A et B. On va maintenant procéder à l'étude du bloc A, donc à savoir la mise en forme. Ce bloc est constitué d'un comparateur à base d'un amplificateur opérationnel et d'un filtre passe-haut. Les valeurs des composants discrets et des tensions sont indiquées sur le schéma. L'amplificateur opérationnel est considéré parfait avec une tension de saturation plus ou moins V7 égale plus ou moins 13 volts. À savoir, la question 30, c'est pour E égale à 0 et en négligeant R, à savoir R égale à 0, calculer la valeur de la tension V0. Question 32, calculer la valeur de R2, de la résistance R2 pour avoir V1 égale 7,75 volts. Question 32, compléter le chronogramme de la tension V2. Tout d'abord, commençons par le calcul de V0. Donc, si E0 égale à 0, donc à savoir, en appliquant le pont diviseur de tension, automatiquement, on aura V0 égale VCC, à savoir 15 fois R0 divisé par R0 plus R0, à savoir 2 R0. Donc, si on simplifie R0 avec R0, on aura automatiquement V0 égale 15 sur 2, qui est égal 7,5 volts. Donc, on est amené à calculer la valeur de la résistance R2 pour avoir V1 égale 7,75 volts. Donc, en appliquant de la même façon, diviseur de tension. Donc, en appliquant le diviseur de tension, comme on vient de le dire tout à l'heure, à la tension V1, on aura V1 égale 15 fois R2, le tout divisé par R1 plus R2. D'où, on trouve que R2 égale R1 divisé par 15 sur V1 moins 1. D'où, application numérique, R2 égale 10 kg divisé par 15 sur 7,75 moins 1. Après tout calcul, on aura R2 égale 10,68, tout simplement. Donc maintenant, on est amené à compléter les chronogrammes. Donc pour ce qui concerne les chronogrammes, donc on sait très bien que V plus égale V0 et V moins égale V1. À savoir, V1 elle est sur une valeur tension constante et V0 elle est variable. Donc on essaie de voir
par rapport à chaque partie où on a V plus supérieur à V moins et où on va avoir V plus inférieur à V moins. Par exemple, pour la première partie, on a ici, donc ici, on a la première de 0 à la première intersection, donc on aura dans ce cas V1 supérieur à V1, il est supérieur à V0, donc à savoir V- supérieur à V+, donc on aura moins V7. Ensuite, entre les deux autres points d'intersection. Donc, entre les deux autres points, on a ici la sinusoïde, elle est au-dessous de la tension constante, donc elle est supérieure, donc V plus est, donc V0 supérieur à V1, à savoir V plus supérieur à V moins, donc on aura dans ce cas plus, on va passer à plus V7. Ensuite, la sinusoïde passe au-dessus de V1, donc il est inférieur, donc on aura moins V7 de la même façon. Ensuite, il revient à dépasser V, donc il devient supérieur, donc on passe à V+, et enfin, il passe au-dessus, donc il passe à moins V7, donc, et ainsi de suite. Donc maintenant, on a complété le chronogramme de V2. Maintenant, on va parler de la synthèse du bloc B. Donc, c'est un convertisseur fréquence-tension. Ce bloc est constitué de deux étages, étage 1 et étage 2. La tension V4 doit être en principe une tension continue qui varie proportionnellement à la fréquence des impulsions de V3, donc à la vitesse du vent. Donc, on doit tout d'abord répondre aux questions 33, 34 et 35. À savoir, la question 33, c'est de choisir la réponse juste parmi les choix A, B et C. Donc, à savoir, l'étage A est un multivibrateur astable, est un amplificateur inverseur, ou bien il s'agit d'un mono stable. Question 34. Le rôle de la diode D1 est de protéger l'amplificateur opérationnel A2, de modifier la constante de temps de l'étage 2, ou bien de bloquer moins V7. La question 35, l'étage 2, est-ce qu'il s'agit d'un filtre passe-bas, ou bien d'un filtre passe-haut, ou bien d'un filtre passe-pente. Ensuite, pour la question 36, on donne V4 égale 0,095 fois F, et F égale 3,34 fois VV, avec F la fréquence en Hz des impulsions de V3 et la tension et VV c'est la vitesse du vent en mètres par seconde. On est amené à calculer les valeurs V41, les tensions V41 et 42 de la tension V4. À savoir V41 c'est la valeur de la tension V4 pour une vitesse du vent qui est égale à 72 km par heure, et V42 c'est la valeur de la tension V4 pour une vitesse du vent qui est égale à 54 km par heure. Maintenant, on va passer à répondre à la question 33. Est-ce qu'il s'agit, à savoir, d'un multivibrateur instable, d'un amplificateur inverseur ou bien d'un monostable? À savoir, quand vous pouvez le remarquer, que l'étage 1, il a une entrée. Si vous vous rappelez un petit peu, ou bien si vous revenez un petit peu avec vos mémoires en arrière, un instable, il ne contient pas d'entrée. Donc un instable, c'est un circuit qui permet de générer un signal d'horloge, donc un signal qui est instable, qui n'a pas d'état stable. Donc à chaque fois, il est en changement, en transition dans le temps. Donc à savoir, on est en état haut, ensuite on passe en état bas, en infinie transition. D'accord? À savoir, il n'a pas d'entrée. Il est laissé à lui-même, il nous fournit un signal carré, donc c'est un signal d'horloge. Ici, puisqu'on a une entrée, donc on n'est pas dans le cas d'un instable. Donc,
On a éliminé le choix de A. Ça nous reste, est-ce qu'il s'agit d'un amplificateur inverseur ou bien d'un monostable? Pour distinguer entre un amplificateur inverseur et un monostable, donc un amplificateur inverseur, à savoir, on doit avoir notre amplificateur opérationnel qui fonctionne en régime linéaire. Donc, il fonctionne en régime linéaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a une contre-réaction négative. Par contre, dans notre cas, si vous remarquez très bien, on a une contre-réaction négative entre la sortie et l'entrée plus. Donc, une contre-réaction n'est pas négative, mais positive. Donc, notre amplificateur fonctionne en régime de saturation ou bien de commutation. Donc, le terme d'amplificateur, on ne peut pas le dire. Donc, il faut en régime de saturation. La contre-réaction, c'est à l'aide, à travers le condensateur C2 et R5. Donc, on n'est pas ici en mode amplification, on est en mode saturation. Donc, il nous reste un seul choix, il s'agit d'un monostable. Et comme vous pouvez le remarquer, c'est un monostable permet de gérer des impulsions constantes à chaque excitation, à chaque impulsion reçue à l'entrée V3. Donc c'est un monostable. Donc astable, ça peut pas être parce qu'il a une entrée. Un astable est une fonction laissée à lui seul. Amplificateur inverseur non plus, parce qu'il est, pour être un amplificateur, il doit avoir, une contre-réaction négative, mais dans notre cas, c'est une contre-réaction positive, donc ça reste que la possibilité, c'est le choix de C, donc c'est un monostable. Ensuite, on doit citer quel est le rôle de la diode D1. Donc, à savoir, c'est protéger l'amplificateur opérationnel A2. De quoi on va le protéger? Donc le choix de A. De quoi on va le protéger? On sait pas, donc c'est un choix faux. Donc modifier la constante de temps de l'étage 2. Pourquoi? Donc pourquoi faire quelle constante du temps on va modifier, qu'on va modifier et pourquoi? Donc le seul choix qui est judicieux, c'est pour bloquer la tension moins Vsat. Comme vous pouvez le remarquer, quand on a tracé la tension précédemment, donc la tension de sortie contient à savoir plus Vsat et moins Vsat. Donc puisqu'on a un filtre à la sortie, on va bloquer la tension négative pour n'avoir à la sortie que une tension positive. Donc on aura un signal entre plus Vsat et moins et 0, mais pas moins Vsat. À savoir le troisième choix. Donc est-ce qu'il s'agit l'étage 2, est-ce qu'il s'agit d'un filtre passe-bas, passe-haut ou bien filtre passe-band? Ici on a plusieurs méthodes. Donc la méthode la plus simple qu'on vous pouvez, c'est de calculer la fonction de transfert. Donc ça va prendre beaucoup de temps. Comme vous pouvez le voir, on a un circuit RC, même si on a R, elle est en parallèle avec le condensateur, mais on a un circuit RC, donc automatiquement c'est un filtre passe-bas. Un autre argument, ou bien une autre justification, c'est que on a dit qu'on a besoin de récupérer un signal à la sortie continue et qui est proportionnel à la vitesse du vent. Donc un signal continu, donc sa fréquence, comme vous le savez très bien, un signal continu, sa fréquence est nulle. Donc un filtre qui permet de garder que le signal continu qu'il a une valeur nulle, donc un signal continu, donc il ne va être conservé que par un filtre passe-bas avec une fréquence de coupure, elle est proche de 0 pour ne laisser passer que le signal continu. Donc le filtre passe-bas, ça ne peut pas être, parce que si on filtre, donc on va faire le contraire, garder les signaux qui sont variables. De même pour le passe-bande, on garde que les signaux dans une bande limitée. Donc dans notre cas, on a besoin de garder un signal qui est continu mais qui est proportionnel
à la vitesse du vent. Donc ce signal, ce signal, on ne peut l'obtenir qu'à l'aide d'un filtre passe bas. Donc le choix, c'est le choix A. Donc on a tout simplement un filtre passe bas. Ensuite, on va répondre à la question suivante, c'est le calcul de V41 et V42. On a tout d'abord V4 égale 0,095 fois F, avec F égale 3,34 fois VV, à savoir la vitesse du vent. D'où V4 égale 0,095 fois 3,34 fois la vitesse du vent. À savoir, pour V41, c'est lorsque V4 correspond à une vitesse du vent égale à 72 km par heure. Application numérique, on a la vitesse, ici à savoir, ici la vitesse il est en km par heure. Si vous vous rappelez, on a pour VV, il doit être exprimé en mètres par seconde. Donc on doit diviser, pour convertir une tension une vitesse en kilomètres par heure en mètres par seconde. Donc on doit multiplier par 3600 et diviser par 1000. Donc 3600 divisé par 1000, ça fait 3,6. Donc il suffit de multiplier par 3,6. D'où on aura 72 fois 3,6 fois 0,095 fois 3,34 égale 6,34 volts. Donc, comme on le disait, donc il suffit pour rectifier, donc pour convertir une vitesse qu'on a en kilomètres par heure en une vitesse en mètres par seconde, donc on divise par 3,7, pardon. On divise par 3,6. Donc on aura tout d'abord 72 fois 0,095 fois 3,34, le tout divisé par 3,6. On aura tout simplement comme résultat 6,34 volts. Pour V42, à savoir la tension correspondante à une vitesse de 54 km par heure, de la même façon, on aura V42 égale 4,75 volts. Maintenant, on va étudier la commande. Donc cette tâche se limite à l'étude de la commande du suiveur selon l'axe d'azimut par l'automate programmable industriel. Donc à savoir, c'est l'étude de l'azimut. Donc on a ici le déplacement positif, ensuite l'angle de la consigne, l'angle réel. Donc, comme vous pouvez remarquer, on a ce qu'on appelle l'axe de sud, c'est le 0, ce qu'on appelle M0. On a un angle de consigne, c'est MW0, et on a un angle réel qui est MW1. Ensuite, notre objet est la traduction du graphe 7 en langage ladder, donc l'algorithme de fonctionnement. La valeur de l'angle d'azimut, ce qu'on appelle la consigne, retournée par le programme de calcul astronomique, est stockée dans la variable interne MW0. La variable MW1, contenant la valeur de l'angle réel de déplacement fourni par le codeur incrémental, s'incrémente quand le module photovoltaïque se déplace vers l'est et se décrémente quand dans le sens inverse ou bien contraire. Pour corriger les erreurs de parcours, la variable interne MW1 est à 0 à chaque fois que le module photovoltaïque passe par le sud. L'état du capteur de référence sud est mis dans la variable interne M0. Le cycle de positionnement est répété toute la journée à un intervalle régulier de 10 minutes. Donc ici, vous pouvez voir le tableau des affectations. Donc on a les variables. Donc MW0, c'est une variable interne mot de l'automate programmable contenant la variable de l'angle d'azimut consigne. MW1, c'est une variable interne
de l'automate programmable, c'est la valeur de l'angle réel parcouru. M0, c'est la variable interne de type bit de l'automate programmable indiquant que le module photovoltaïque est en plein sud. Q de 0, sortie de l'automate programmable industriel actionnant le déplacement vers l'est, et Q de 1, c'est la sortie de l'automate programmable actionnant le déplacement vers l'est. Maintenant, on peut voir le graphe 7 de fonctionnement. Donc, le graphe 7 simplifié est celui-là. Donc, là, si on est à l'étape initiale, donc on peut choisir. Donc, on a de réceptivité. On a le choix, soit capteur sud non actionné ou bien capteur sud actionné. S'il est actionné, l'action associée à l'étape 1, c'est d'initialiser l'angle réel à 0. Ensuite, on passe à l'étape 2. Donc, angle réel et l'angle de consigne sont à égalité. Donc, on ne va rien faire. Donc, si l'angle réel est supérieur à la consigne, donc on va réaliser par l'intermédiaire de l'étape 4 une correction en le déplaçant vers l'est, donc jusqu'à ce que l'angle réel soit à égalité avec l'angle de consigne. De même, si l'angle réel est inférieur à l'angle de consigne, on essaie de corriger, mais maintenant en se déplaçant vers l'ouest jusqu'à ce que l'angle réel soit égal à la consigne. Étape 5, on lance une temporisation de 10 minutes. Ensuite, fin de temporisation et on fait le recalcul, la revérification. Donc, à partir du graphe 7, du point de vue système, du cycle de déplacement d'azimut, compléter le graphe 7. Donc, pour l'étape initiale 0, donc la première réceptivité, on a le choix CM0 égale M0 bar ou bien M0. Ensuite, on a le choix si M0, si MW1 inférieur à MW0, donc on doit actionner Q2 0. Si on a MW1 supérieur à MW0, pardon, ici on est à égalité, on vérifie jusqu'à ce que la réceptivité soit vérifiée et on passe au deuxième cas, c'est si on a MW1 supérieur à MW0, on actionne Q de 1 jusqu'à ce que MW1 soit égal à MW0 et ainsi de suite. Maintenant, on est amené à compléter le programme ladder. Donc, quand est-ce qu'on va mettre à 0? On va le mettre à 0 si on est à l'étape 1, x1. Ensuite, Q de 0, c'est dans l'étape 3. Et Q de 1 sera actionné dans l'étape 4. Et comme ça, on a pu corriger notre épreuve. Et merci pour votre